présenter un petit peu les choses qui ont été, les travaux qui ont pu être faits au sein de... Comme ça, Donc au sein de certains clubs de gymnastique, et notamment donc un questionnaire de qualité de vie au travail a circulé, donc on va revenir dessus sur les résultats, etc. Donc aussi la demande du comité départemental de gymnastique de l'Eure qui m'a fait une demande pour une intervention ergonomique au sein de clubs de gymnastique. Donc nous verrons la méthodologie qui a été mise en place, les résultats, les pistes d'amélioration qui ont été préconisées, et nous conclurons avec un temps d'échange. Alors du coup, concernant l'enquête sur la qualité de vie au travail, donc il y a eu 56 participants, donc 68% de femmes et 30% d'hommes, donc avec une moyenne d'âge de 32 ans. Donc pour les résultats, donc on a pu constater qu'il y avait 3 types d'entraîneurs, principalement qui ressortaient. Donc pour l'entraîneur 1, on va dire, pour eux, donc l'organisation générale du temps de travail, c'est-à-dire qui comprend les temps de pause, les jours de repos, les horaires de travail, est très satisfaisante. Donc là je cite, j'arrive à concilier vie pro, vie perso et ça me convient parfaitement. Ensuite, en ce qui concerne l'accompagnement de la part de l'employeur, donc celui-ci est bon, puisque des entretiens individuels sont souvent prévus, permettant de discuter des choses qui vont et qui ne vont pas. Donc ces entraîneurs ont le sentiment également que leur investissement est valorisé, donc tant par les parents, les gymnastes, mais aussi par les personnes qui travaillent au sein de la structure. Donc de ce fait, les possibilités de développement des compétences est vivement encouragée. Donc par le bureau, par un accompagnement de la part du club. Et donc pour ces entraîneurs, l'avenir professionnel au sein de la structure est plutôt sûr. Ensuite, pour le deuxième type d'entraîneur, donc pour eux, l'organisation générale du temps est satisfaisante. Donc, je cite encore une fois, on peut toujours faire mieux, mais je ne ressens pas le manque de repos. Les besoins individuels sont pris en compte. Ensuite, en ce qui concerne l'accompagnement de la part de l'employeur, celui-ci est moyen, voire... excusez-moi. Donc celui-ci est moyen, puisque les entretiens individuels sont rares, voire même inexistants. Il y a peu de... la communication en interne est parfois... n'est souvent pas là, du fait de l'absence des membres du bureau. Donc pour ces entraîneurs, la reconnaissance de leur travail n'est pas suffisamment valorisée, donc peu de reconnaissance de la part des dirigeants, parfois quelques encouragements, mais ça s'arrête là. Donc pour ce qui est du développement des compétences, ces entraîneurs savent que des formations existent, que c'est possible d'en faire, mais rien n'est proposé. Donc là, par exemple, un entraîneur dit qu'on sait que ça existe, mais il n'y a pas de plan de carrière par la suite. Donc c'est à nous de nous débrouiller et l'employeur n'est pas force de proposition. Donc de ce fait, pour ces entraîneurs, leur avenir professionnel au sein de la structure est incertain. Donc certains ne savent pas où ils seront, par exemple, dans 5 ans. Ils peuvent très bien rester dans le milieu de la gym, comme partir. Et donc c'est important de prendre cette donnée-là en compte. Et enfin, pour le troisième type d'entraîneur, pour eux, l'organisation générale du temps est insatisfaisante. Les cours s'enchaînent et se chevauchent, les pauses sont compliquées, on ne compte pas ses heures quand on est entraîneur et les jours de repos sont rares et mal répartis. Donc voilà. Donc pour l'accompagnement de la part de l'employeur, il est considéré comme trop faible. L'employeur n'est presque jamais présent et aucun entretien individuel n'est organisé. Donc ici, de ce fait, aucune reconnaissance du travail et très peu de possibilités pour eux de développer leurs compétences. Il n'y a pas d'échange sur un possible plan de carrière et donc là, il y a un entraîneur qui a dit que c'était l'une des raisons pour lesquelles il quittait son poste. Donc voilà. Et donc pour cet entraîneur, il n'y a aucun avenir professionnel au sein de leur structure. Certains partiront de leur club actuel et d'autres savent déjà qu'ils quitteront le milieu de la gymnastique. Donc c'est vraiment les 2 derniers types d'entraîneurs sur lesquels il faut être vigilant. Et donc en amont, potentiellement, faire des choses. Et donc maintenant, je vais revenir sur l'intervention ergonomique qui a été faite au sein de 4 clubs du département de l'Eure. Donc le président du département m'a contacté en novembre 2020 avec 3 préoccupations, donc un intérêt pour la santé physique et psychique des entraîneurs
et une volonté de progression des clubs du département. Donc à ce moment-là, donc, le président se questionnait quant aux troubles musculo-squelettiques, donc du fait des piétinements et du port de charge qui pouvaient se dérouler pendant la séance. Également de la charge cognitive, puisqu'on sait très bien que ce métier demande beaucoup de vigilance, de responsabilité et d'attente, tant de la part des gymnastes que des parents, et aussi du bureau. Et en fait, il faisait également le constat d'énormément de turnover chez les entraîneurs. Donc pour lui, les attentes étaient d'établir un diagnostic et de proposer des pistes d'amélioration pour les conditions de travail de l'ensemble des entraîneurs des différents clubs. Alors du coup, la méthodologie qui a été mise en place, donc dans un premier temps, nous avons rencontré les acteurs décisionnaires. Donc le but ici était d'échanger avec les différents interlocuteurs des équipes techniques, donc pour connaître leurs attentes vis-à-vis aussi de cette intervention. Et faire une analyse documentaire, donc par exemple avec les plannings, avec les absences, les arrêts de travail, etc. Ensuite, nous avons procédé à des observations et des entretiens exploratoires. Donc le but ici était de comprendre le fonctionnement global de chaque club et l'activité de travail des entraîneurs de gymnastique. Donc identifier les ressources et les contraintes du métier. Et ensuite, nous avons procédé à des entretiens individuels, donc avec chacun des entraîneurs. Donc le but était de compléter les observations, donc pour connaître aussi la représentation que les entraîneurs se faisaient de leur métier et le sens qu'ils donnaient à leur travail. Et enfin, nous avons fait des observations systématiques. Donc ici, nous avons élaboré une grille d'observation pour infirmer ou confirmer les hypothèses qui ont été posées au préalable. Donc le traitement des données a été fait sur Actograph. Je pourrais vous passer un graphique par la suite. Et donc voilà. Alors du coup, concernant les résultats, donc pour les postures, donc on constate que lors de l'installation et la désinstallation du matériel, l'entraîneur est la plupart du temps debout avec le dos penché en avant, donc au minimum 41% du temps, ce qui est énorme. Voilà. Presque la moitié du temps avec une posture contraignante. Lors de l'animation des séances, l'entraîneur adopte au moins 50% du temps des postures contraignantes. Voilà. Lors des parades, l'entraîneur est également soumis à des contraintes posturales. Et lors de l'animation des séances, l'entraîneur s'adosse à un agrès au moins 5% du temps. Donc cet élément n'est pas négligeable et signifie une certaine fatigue physique, puisque forcément, à force de marcher, à force de porter des choses, pendant la séance, il est obligé de s'adosser à un moment donné, et donc c'est quand même une donnée à prendre en compte. Ensuite, concernant la communication, donc lors de l'animation de la séance, l'entraîneur communique avec son environnement de travail quasiment la totalité du temps. Comme on le disait tout à l'heure, il faut qu'il y ait une certaine connexion entre l'entraîneur et son environnement de travail. Au maximum, il reste 20% du temps sans communication. Donc on constate évidemment que pour 75% du temps, les communications se font avec les enfants, ce qui est logique. En ce qui concerne l'installation du matériel, l'entraîneur communique 65% du temps avec les collègues. Donc ici, on peut l'expliquer par l'organisation du travail collectif, donc où placer certaines choses, comment on va organiser la séance, etc. Et enfin, pour la désinstallation du matériel, donc à la fin de la séance, l'entraîneur communique 10% du temps avec les parents. Et donc là, on peut l'expliquer par un débriefing de la séance, comment va l'enfant, s'il a évolué, etc. Et donc là, du coup, on comprend bien que l'entraîneur communique tout le temps. Et donc ça peut aussi engendrer une fatigue en plus de ses mouvements, ses déplacements, les postures, etc. Et donc finalement, au niveau du déplacement, on voit que lors de l'installation et la désinstallation du matériel, l'entraîneur est en grande partie du temps en déplacement, et d'autant plus qu'il produit un effort physique avec une charge, puisqu'on voit que soit il pousse, soit il tire, soit il porte du matériel. Et donc les déplacements avec les efforts physiques sont contraignants pour l'entraîneur dans la mesure où le matériel est lourd, volumineux et où parfois il n'y a pas de prise. Donc là je pense notamment au matériel pédagogique qui sont volumineux et il n'y a pas de poignée. Donc voilà. Et donc lors de l'animation des séances, l'entraîneur est majoritairement sur place, mais ça ne veut pas dire que c'est pas compliqué.
puisqu'on constate énormément de piétinements. Et les piétinements, c'est pas forcément très bon pour le dos. Donc là aussi, c'est encore un effort physique et donc une contrainte posturale. Et donc du coup, les pistes d'amélioration qui ont été préconisées donc, au moment de l'étude, donc là je vous en ai mis quelques-unes, donc c'est au niveau de l'environnement de travail et le matériel, c'est avoir plus de tapis disponibles dans la salle. Pourquoi ? Pour pouvoir les disposer à plusieurs endroits et donc amoindrir les déplacements avec charge, donc lors de l'installation et la désinstallation du matériel, ou même pendant la séance lorsqu'il manque un tapis ou quelque chose comme ça. Et également aménager une salle de pause donc avec du mobilier adéquat type fauteuil ou canapé, donc afin que les entraîneurs puissent s'isoler du bruit s'ils le souhaitent et se reposer physiquement. Ensuite, concernant la préparation de l'entraîneur, proposer par exemple des séances de kinésithérapie avant chaque vacances scolaires. Pourquoi avant chaque vacances scolaires ? Parce que c'est après une séance de kiné, on a besoin de repos. Et donc si on fait une séance et qu'après on réenchaîne sur on porte du matériel, on pousse du matériel, etc., peut-être que ce sera moins efficace. Également aménager des temps dans l'activité de l'entraîneur pour lui permettre d'aller à la musculation, la piscine, voire même le sauna grâce à une carte qui serait prépayée. Donc là c'était du coup des préconisations qu'on avait décidées ensemble avec l'ensemble des entraîneurs qui étaient présents au groupe de travail. Et du coup là, à ce moment-là, c'était avec le comité ou les clubs. Donc voilà. Et en complément des mesures techniques proposées aux salariés une formation PRAP, donc une formation prévention des risques liés à l'activité physique, pour pouvoir mieux connaître son corps et mieux savoir comment porter du matériel, déplacer du matériel, etc. Ensuite, concernant les aides externes, communiquer davantage sur le bénévolat et travailler le discours auprès des parents, donc lors de l'inscription et de manière individuelle. Parce que il faut savoir cibler aussi les personnes qu'on souhaite, qu'on aimerait faire rentrer dans le club, voilà, pour éviter tout problème. Et également valoriser les personnes qui aident en proposant par exemple davantage de formation aide-entraîneur et communiquer aussi cette information. Et enfin, concernant les ambiances physiques, parce qu'en fait là je ne l'ai pas forcément soulevé, mais pendant les entretiens on a pu aussi constater que les entraîneurs par exemple l'hiver, voyaient peu dans la salle, ou alors des rampes de lumière n'étaient pas forcément fonctionnelles, donc ça pouvait, on devait augmenter la vigilance et donc la fatigue aussi. Et également l'hiver, le chauffage n'est pas augmenté et donc certains entraîneurs ont froid, même les gymnastes. Donc du coup là, les ambiances physiques, c'était la piste d'amélioration pour les ambiances physiques, c'était concernant la température et l'éclairage. Alors du coup, c'était sensibiliser la mairie concernant les rampes de lumière qui sont non fonctionnelles ou inefficaces. Et également pour la réglementation du chauffage l'hiver pour permettre une augmentation de 3 degrés. Et le cas échéant, du coup, mettre à disposition des entraîneurs des sous-vêtements thermiques pour leur permettre d'exercer leur activité sans inconfort. Donc voilà, voilà l'intervention. Merci Salomé. Je pense qu'il faudrait faire des tests de conductance cutanée aux entraîneurs pour faire un lien avec les scientifiques. Oui. Tu as parlé de l'environnement professionnel qui a l'air très, très empirique, très concret. Est-ce que tu as abordé l'autre partie de l'environnement de l'entraîneur par rapport aux parents, est-ce qu'il y a eu une étude relationnelle avec le reste de l'environnement, les parents, les gyms, etc. Alors, il faut savoir que cette étude elle a été faite pendant le Covid, donc les parents ne venaient pas à la salle à ce moment-là. Néanmoins, on avait pu avoir, pendant les entretiens, échanger aussi concernant les parents. Et de ce qui sortait, c'était que les parents pouvaient aussi apporter un énorme stress à l'entraîneur, notamment pour les compétitions, puisqu'en fait, les parents qui souhaitent voir leur enfant briller, il va peut-être mettre une pression davantage à l'entraîneur. Et donc voilà, c'était une charge cognitive, une fatigue en plus aussi pour l'entraîneur. Après, on n'a pas poussé plus que ça c'était vraiment plus sur les TMS qu'on s'est centré. Donc voilà. L'entraîneur, quand il arrive avec son environnement.
Et ça peut être déjà une difficulté C'est ça. de rencontrer des gymnastes qui n'ont pas eu des résultats performants ou qui ne vont pas être performants, de voir des parents qui sont mécontents, de voir des blessures, etc. C'est un facteur supplémentaire qui compromet la bonne vie de l'entraîneur. Moi, j'ai été formateur en PRAP il y a très longtemps, dans le cadre des commissions de prévention, ou du comité départemental de prévention. Et c'est quelque chose qui n'appartient pas nécessairement à la culture des entraîneurs. Grâce à la présence de professionnels de santé dans les structures, ça commence à arriver, mais c'est pas toujours bien perçu, et c'est pas dans la culture des entraîneurs pour l'instant, je pense. Non. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais pu ressentir aussi en venant dans certains clubs, c'est on se demandait aussi pourquoi je venais. Pourquoi je venais faire une étude sur l'entraîneur, sur son environnement de travail, etc. Donc, mais après, voilà, ça a été accepté et au final, tout le monde a participé parce que l'entraîneur a compris aussi que c'était pour son bien-être à lui. Et donc voilà. Okay. Merci en tout cas pour cette question qui est quasiment inexistante jusqu'à présent. C'est-à-dire que c'est des questionnements personne ne s'est vraiment posé ou qu'on n'a pas investi. En tout cas, si on s'est posé la question, on ne l'a pas encore vraiment investi. Et je pense que ça mériterait d'autres travaux à poursuivre. Et dans un premier temps, je me dis, et connaissant un certain nombre d'entraîneurs et leur état de santé, je crois que ce serait intéressant de se rapprocher des kinés ou des préparateurs physiques pour essayer de construire des protocoles d'entretien pour soi-même en tant qu'entraîneur. Voilà quelle est ma préparation physique. J'en fais faire à mes gyms. Qu'est-ce que je fais pour moi-même aussi pour me maintenir en bonne santé et en état de forme suffisant pour tenir 75% du temps à apporter ou tirer des tapis, ce qu'on a vu dans les graphiques. Donc voilà, peut-être des protocoles à mettre en place ou des choses pour se maintenir dans une bonne santé au travail le plus longtemps possible en tout cas. Et du coup, je vous disais tout à l'heure que je vous montrerai un résultat du graphique. Alors ça, c'est tout ce que l'entraîneur fait en 10 minutes. Voilà. Donc tout ça, ici, ça concerne les postures. Là, ici, c'est la communication. Ensuite, ça, j'en ai pas parlé forcément ici, mais c'est les variations de la tête. Et donc, tous les petits points, c'est à chaque fois que l'entraîneur, en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc, voilà. Ensuite, en dessous, c'est les déplacements. Et enfin, à la fin, c'est les actions. Donc là, il y a parer, montrer le mouvement, installer, régler la hauteur de la grille, regarder le mouvement et autres. Donc on constate bien qu'en 10 minutes, il y a énormément de choses qui sont faites. Et du coup, la vigilance, voilà, c'est beaucoup de travail. Donc, d'où certaines fatigues, d'où certaines complications de TMS. Donc voilà. Je vais le redire, Salomé, mais moi je te remercie pour ton travail. On a pu travailler ensemble, ça nous a permis de prendre de la hauteur, de se poser en effet des questions qu'on ne s'était jamais posées. Et je suis convaincu que, et pour rejoindre un petit peu ce qu'on s'était dit tout à l'heure, le levier sur lequel on doit beaucoup travailler, c'est sur l'entraîneur, parce que, vous le savez tous, hein, on est des êtres humains, ça vous est déjà arrivé d'être de mauvaise humeur, d'être fatigué. Est-ce que ça a un impact sur votre relation pédagogique ce jour-là? Sur votre manière d'entraîner? Bah oui, bien sûr. Donc si on prend soin de l'entraîneur, s'il est bien dans sa peau, s'il a des perspectives, il sera forcément meilleur dans sa relation et puis certainement dans ses compétences techniques aussi. Par ailleurs, pour la stabilité des clubs, il faut éviter le turnover. Et je pense que ça passe par en effet des véritables plans de carrière et je crois savoir que, selon mon expérience, il n'y a pas vraiment de plan de carrière, on ne se projette pas à long terme. Et ça, c'est un gros manque aussi. Donc il y a le quotidien, bien sûr, mais il y a aussi la projection, le projet, l'équilibre de vie, même dans l'ensemble, parce que c'est un métier de passion. Et... bref, je vais m'arrêter là, on est en phase là-dessus. C'est
comme dans tous les métiers, finalement, on passe la plupart de notre temps au travail. Et donc, du coup, faut vraiment voir le sens au travail, comment on le perçoit. Si on n'est pas bien, forcément, le travail sera fait d'une certaine façon. Si on est bien, il sera fait d'une autre façon. Et donc, du coup, oui, c'est intéressant de savoir aussi comment l'entraîneur, quand il arrive à la salle, comment il se sent lui aussi. Donc, voilà. Est-ce que dans ton étude, tu as fait une différence entre un entraîneur homme et un entraîneur femme? Pas un entraîneur de gymnaste féminine, mais un entraîneur de gymnaste masculin, parce qu'en fait, c'est interchangeable. C'est pas la question. La question, c'est que on fonctionne différemment. Les hommes et les femmes, on n'est pas fait pareil. Voilà, c'est la base, c'est ça. Mais non, mais après, je sais que étant une femme, il y a, dans ta vie, carrière d'entraîneur, tu as des ruptures. Les grossesses, tout ça, ça fait des ruptures. Et tout ça peut faire basculer un entraîneur vers autre chose. Et est-ce que tu en as tenu compte ou... Alors oui, justement, c'était à un moment donné dans les entretiens que j'avais pu avoir, ça s'est produit à 2 reprises où justement c'était une entraîneur qui s'était écartée de la gymnastique pendant un certain temps et qui est revenue. Mais je me suis pas forcément, enfin je l'ai pris en compte, mais c'est pas quelque chose qui a fait l'objet de l'étude, parce que c'était vraiment sur les troubles musculo-squelettiques et la charge cognitive. Mais c'est vrai que oui, on a pu en discuter, parce qu'à un moment donné, c'était beaucoup pour sa vie de famille et par rapport à ses enfants aussi. Et ce métier-là est très chronophage, et notamment avec tout ce qu'il y a autour. Les week-ends. Voilà, c'est ça. On a des enfants. C'est justement tout. Voilà. Il y en a qui sont passés de la performance à plus de la performance justement pour ce côté-là. Là justement c'est très pertinent dans le sens où si la structure ne fait pas ce qu'il faut non plus pour accompagner la personne qui aime c'est un métier de passion, quoi qu'il en soit. Énormément d'entraîneurs ont arrêté parce que c'était pas compatible avec leur famille. C'est justement, c'était Eric qui m'avait dit ça pendant le stage, justement, qui me disait c'est un métier de passion, mais la passion, si on l'entretient pas, elle s'atténue. Voilà. Donc, moi, j'ai eu cette chance d'accompagner. Voilà. Mais c'est très spécial. Tu es dans un club où tu n'étais pas toute seule. C'est ça, c'est la corrélation avec d'autres éléments de l'environnement. Parce que c'était salarié seul dans un club, c'est pas la même chose que dans une équipe. Du coup, c'est ça que je dis, j'ai eu cette chance. Ça a pu être aussi entre les clubs où je suis allée, justement, on voyait qu'il y avait des clubs où il y avait 2 entraîneurs et des clubs où il y en avait 6. La chose n'était pas la même non plus. Ça n'a rien à voir. Voilà. En fonction d'un volume critique. Les choses qui se disaient pendant les entretiens, qui pouvaient s'observer, n'étaient pas les mêmes. La fatigue n'était pas la même. Le ras-le-bol, comme on peut dire, n'était pas le même non plus. Donc voilà. Oui, mais c'était pas une question, c'était. Moi j'avais déjà vu ton intervention et puis c'est pour ça que je t'avais demandé de faire une petite enquête sur le comité régional. Et je reviens sur le tout début de ta présentation. Tu dis que l'âge moyen du questionnaire c'est 32 ans. Oui. Donc déjà ça pose question. Ça veut dire que la durée de vie dans la carrière d'éducateur sportif, en moyenne 32 ans. Mettons qu'ils sortent du bébé à 23, 24, ça laisse... voilà. Alors ce qui m'embête, c'est que finalement, l'enquête que tu as faite, donc il y avait plus de résultats, hein, tu as synthétisé, c'est très bien, mais c'est que là où je suis déçu, c'est que pour moi-même, je trouve pas d'issue au truc, si ce n'est que... faut essayer de faire en sorte de s'occuper. Oui. Moi, tu vois, par rapport à ce tableau, je trouvais ça vraiment intéressant dans le sens où la relation aux dirigeants, ce tableau-là, elle ressort de manière très ce qui m'embête, c'est que globalement, ça met en évidence des choses que je pouvais déjà imaginer, mais maintenant, il faut trouver des solutions pour... c'est un petit peu la même démarche que pour le développement d'un club. C'est-à-dire qu'on est toujours à chercher des gyms. Alors on va faire bien du monde, donc là actuellement, on a demain le carrefour de l'emploi parce qu'on cherche des cadres, donc c'est bien, on va essayer de chercher des cadres, mais si déjà on peut essayer de fidéliser et de garder
des présents. Voilà, on trouve des solutions, et d'autant que, voilà, on l'a dit aussi, pour développer, il vaut mieux avoir voilà, une stabilité et puis une structure pérenne. Donc, je pense que au travers de l'enquête et de l'étude que tu as faite sur le comité de l'heure, effectivement, c'est vraiment un travail à faire auprès des dirigeants. Plan de carrière, aménagement des salles, aménagement des temps de repos. Et questionner ceux qui sont partis. Parce que c'est pas forcément. C'est pas forcément un débat négatif. Non, C'est des gens, sur d'autres. Ah non, mais après effectivement, on peut rebondir sur d'autres choses. Maintenant, quand ils arrêtent parce que c'est une démotivation, un manque de reconnaissance, voilà, c'est ce qui est un peu attristant pour nous, pour la promotion de la gym. C'est ce qu'on voyait aussi là, dans le questionnaire, j'ai pas tout mis, mais justement, il y a quand même des personnes qui ont arrêté la gym et qui ont répondu à ce questionnaire parce que je leur avais envoyé. Et certes, il y en a qui ont arrêté parce que vie perso, et il y en a quand même pas mal, et la majorité sont partis parce que justement, il n'y avait pas de plan de carrière, il n'y avait pas d'objectif, il n'y avait pas de sens au travail, et un problème de communication justement avec en interne. S'il n'y avait pas de sens au travail, là ça me déçoit. De quoi? S'il n'y avait pas de sens au travail, ça me déçoit. En fait, c'était dans... Ce qui serait gênant, c'est si les entraîneurs 3 étaient des jeunes de 25 ans, on va dire, 2-3 ans d'ancienneté, qui soient déjà dans l'attitude de dire je suis typologie en faisant. Là, il y a un problème. Si tu n'as plus de 40 ans, tu as eu des enfants et que. C'est moins étonnant. C'est le filtre. Alors, dans l'enquête, de ce que je me souviens, quand on disait pas de sens au travail, c'est pas d'implication dans le projet du club, dans le projet associatif, dans le projet de développement. C'est les calques. Un manque d'implication. Traduisent un petit peu les données qu'il faut. Sans le calque, la structure associative, du nombre de salariés, de la cartographie des dirigeants, parce que c'est pareil, des dirigeants, si tu en as un super dévoué ou tu en as 25, dans la dynamique du club, c'est pas la même. Mais c'était ça, c'était plutôt dans l'implication, dans les tâches. Enfin, en fait, c'était des entraîneurs, ils venaient à leur cours, ils partaient, et c'est tout. Et du coup, c'était là où ils se disaient, il me manque quelque chose pour être épanoui en fait. Ça, c'est l'amélioration, ça c'est sûr. Ça, c'est pareil en entreprise. Oui, c'est le monde du travail finalement, mais c'est voilà. Donc, il faut travailler à la source.